Bon, bonsoir à tous. On va commencer la séance de cet après-midi. Donc, nous allons parler du gaz chaud intra-amas. Donc, c'est un plasma. Pourquoi il est très intéressant de l'étudier? C'est un plasma, comme on l'a vu dans les séances précédentes, qui contient une grande partie de la masse de baryon, en tout cas, même s'il ne domine pas parce que la matière noire domine. Dans les amas les plus riches, c'est dominant. Dans les amas un peu plus pauvres, c'est égal à la masse des galaxies. Il est très intéressant aussi parce que sa structure thermique et toute l'entropie qu'il y a au centre, qui est plus haute que celle à laquelle on pourrait s'attendre par la gravité, et une trace fossile de tout ce qui s'est passé dans la formation de l'amas, donc le feedback des supernovae, des noyaux actifs, les AGN, etc. Il y a les raies que l'on a en X et qu'on va essayer de détailler ici, qui nous donnent les abondances. On a été surpris de voir que le gaz était très enrichi, justement par les étoiles et les supernovae. On a vu que l'équilibre hydrostatique de ce gaz, lorsqu'il était bien relaxé, nous donnait une idée de la distribution de matière noire. Et puis, on va voir aujourd'hui qu'il y a une grande partie de ces amas de galaxies qui sont relaxés, dont le cœur se refroidit, on les appelle à cœur froid, et tous les phénomènes qui sont associés à ce refroidissement et à ce réchauffement, on va voir que les noyaux actifs au centre réchauffent le gaz, nous indiquent beaucoup de choses sur la formation des galaxies, des amas de galaxies, etc. Donc déjà, en quelques chiffres, quels sont les ordres de grandeur, de température, de densité, les conditions physiques dans un amas de galaxies. La température, alors on parle en kilo-électron-volt keV, mais on peut le traduire tout de suite en degrés Kelvin. Un keV, c'est 10 puissance 7 environ degrés Kelvin, donc 10 millions à 100 millions de degrés, donc vraiment très chaud. La densité au bord des amas, 10-3 particules par centimètre cube, au centre peut-être 10-1. La luminosité en X, elle a beau être assez forte pour qu'on puisse la détecter, c'est quand même moins efficace que les étoiles et les galaxies. Et bon, ça peut paraître très faible comme densité, mais quand on compare à la densité moyenne de l'univers, c'est quand même très fort. C'est quand même pas la densité qu'il y a dans le gaz dans cette salle, qui est le nombre d'Avogadro, donc 10 puissance 23. Donc on a quelque chose de très 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 vide, en quelque sorte. La masse du gaz, on a vu que ça pouvait être jusqu'à 10 fois la masse des galaxies. Le champ magnétique est assez fort aussi, jusqu'à 10 microgauss. C'est à peu près le même champ magnétique qu'il y a dans le milieu interstellaire, dans les galaxies, donc c'est quand même assez fort. Et la métallicité, toujours donc cette métallicité de 0,3 métallicité solaire, qui est à peu près la métallicité que l'on a au bord des galaxies spirales, et qui est très très forte. Donc sans doute, il y a eu un brassage, un mélange avec tout le gaz des galaxies lorsqu'il y a eu formation de l'amas. Parce que finalement, dans certains amas, tous les métaux se retrouvent dans le gaz interamas plutôt que dans les galaxies. Et la galaxie centrale, on a ici un exemple de galaxie centrale qui est une galaxie cannibale qui avale tout le gaz du centre, toutes les petites galaxies, et elle est gigantesque par rapport aux autres galaxies de l'amas. Ici, on a le rayon X, donc on a à peu près la morphologie d'un amas de galaxies typique. Ah oui, j'ai oublié de dire tout de même que est-ce que c'est un plasma? Oui. Un plasma, c'est quelque chose qui est neutre globalement. Il y a autant d'électrons que de protons, toutes les charges en tout cas. Et on a l'habitude de parler en longueur de Debye. La longueur de Debye, c'est la longueur d'écrantage. Toutes les charges négatives seront écrantées par autant de charges positives autour. Et cette longueur de Debye, évidemment, elle est assez grande par rapport aux longueurs de Debye qu'on a en laboratoire. Quelques kilomètres, c'est l'ordre de grandeur, mais comme la taille du plasma fait 1 mégaparsec, c'est-à-dire 1 million d'années-lumière, c'est quelque chose de très très petit, donc on a vraiment un plasma parfait, bien qu'on pourrait s'interroger sur, avec ces faibles densités, est-ce qu'il y a le temps de collisionner, mais là c'est parfait, en fait, on a un plasma. Donc on a dit qu'il y avait deux sortes d'amas, de galaxies, ceux qui étaient relaxés et donc qui se refroidissent, donc on les appelle les corps froids, et les autres. Alors les relaxés, c'est quand même plutôt la majorité, peut-être 2/3 des amas. Et les autres, pourquoi ils ne sont pas relaxés? Un amas typique non relaxé qui est proche, c'est l'amas de Coma, qui est le plus riche des amas proches. Et on voit bien qu'il y a deux galaxies centrales qui sont très grandes ici. Le rayon X est en rouge. Et on voit pourquoi ce n'est pas relaxé, que c'est encore en train de se former par fusion de deux sous-amas. Donc il n'y a pas de centre particulier. Il y en aura un lorsque les deux galaxies centrales ont fusionné, mais pour l'instant il n'y a pas de centre. Donc si on plotte ici l'intensité des rayons X émis en fonction de la surface, enfin la 2 dimensions ici, on voit qu'on a un renflement qui est vraiment
l'émission diffuse de l'amas. Par contre, dans les amas relaxés comme celui-ci, on a un centre bien précis, on a une galaxie centrale CD, cannibale ici, et on a un pic d'émission ici, c'est linéaire, donc on le voit très bien, un pic d'émission au centre. Donc on a bien tout le gaz qui émet énormément au centre, et donc qui se refroidit, puisque c'est en rayonnant qu'il se refroidit, donc c'est pourquoi on les appelle à cœur froid, c'est-à-dire qu'il y a un pic d'émission. Alors on sait que la température est plus froide parce que l'énergie de ces photons est plus faible que l'énergie des photons au bord, qui est plus élevée. Donc on a un cœur froid, mais qui rayonne énormément, donc qui se refroidit. Par exemple, celui-ci, on voit ici le rayonnement du radio en rouge. Alors pourquoi il se refroidit? Alors on peut regarder l'efficacité de rayonnement, donc la luminosité des rayons X est due essentiellement, lorsque la température est élevée, elle est due au rayonnement de Bremsstrahlung ou free-free, c'est-à-dire un électron qui est accéléré par le proton à côté, mais il n'est pas lié dans un atome, hein, c'est donc libre-libre, free-free si on veut. Et donc le rayonnement de free-free est proportionnel à la température du gaz à la racine carrée. Et puis il faut, pour avoir cette collision entre électron-proton, que ce soit proportionnel à la densité au carré. Donc densité du gaz de particules au carré, et puis évidemment le volume. L'énergie, elle est égale à l'énergie de kT par particule, donc le nombre de particules et le volume. Et donc le temps de refroidissement, c'est le temps qu'il prend pour évacuer toute cette énergie avec ce rayonnement-là. Donc le rapport entre l'énergie totale et puis le taux à laquelle il rayonne son énergie. Et donc on arrive à un temps qui, on le voit, est en 1 sur la densité de particules. Donc plus la densité sera grande et plus le temps de refroidissement, qu'on appelle T-cool, le temps de refroidissement sera petit. Donc au grand rayon, on a une densité qui est de 10-3 ou moins. Ce temps est très long. Il est même supérieur au temps d'Hubble, donc 13,7 milliards d'années. Donc le gaz ne va jamais se refroidir, il va rester le temps de Hubble très chaud. Au centre, par contre, on va avoir un facteur 100 ou plus, donc 10 puissance 8 ans, donc bien plus petit que le temps de Hubble, et même qui va être comparable au temps de traversée du centre des particules. Et donc là, on a vraiment un refroidissement efficace. Et une fois qu'on a mis le doigt dans ce refroidissement, en fait, ça va s'emballer. Pourquoi? Il y a ce cercle vicieux, là, sans fin, cette boucle sans fin, qui est symbolisée ici, puisque dès qu'on est à forte densité et qu'on se refroidit, la température du gaz refroidit, donc il va tomber, la pression va être de plus en plus petite ici, donc la pression étant NT, il va être plus petite, donc il va être en déséquilibre de pression et il va tomber vers le centre, donc la densité va croître. Et on va continuer ainsi. Donc on va de plus en plus se refroidir. N au carré va être refroidir. Donc finalement, il va y avoir tout un flot de gaz. C'est ça qu'on appelle le flot de refroidissement. Le gaz se refroidit de plus en plus. Donc on s'attend à un emballement de ce refroidissement au centre. Et alors ça a été pendant au moins 10 ou 20 ans ce qu'on appelait le paradigme des flots de refroidissement, ou cooling flow en anglais. Parce qu'on voyait bien que le gaz était en train de se refroidir, on voyait en rayons X la luminosité totale, au moins le gaz chaud se refroidit, et puis quand on regardait la quantité de gaz froid auquel on aurait pu s'attendre, il y en avait assez peu. Donc le gros problème, on voit quand même la température ici de plusieurs amas, en plusieurs couleurs, plusieurs amas, on voit bien qu'au centre, la température décroît, mais elle ne décroît que d'un facteur 2 à 3, par rapport à la température virielle de l'amas. Donc on a un certain refroidissement, on a bien le cœur froid auquel on s'attend, mais ça ne décroît pas assez vite. Ici, on a aussi, en fonction du temps, du rayon, le temps de refroidissement. Ici, on a le temps de Hubble, et au centre, 10 millions d'années. Donc on s'attend en effet à avoir des taux de refroidissement qui pouvaient être jusqu'à 1000 masses solaires par an de gaz qui se refroidit, mais la formation d'étoiles qu'il y avait dans la galaxie centrale n'était pas à la hauteur. Et donc pendant très longtemps, on a eu un problème. Alors les solutions, c'était peut-être que les rayons X qui équivalaient, le refroidissement de ce gaz un peu tiède auquel on attendait était peut-être absorbé, ou alors il y avait la conduction de chaleur des parties chaudes externes vers les parties internes pour le réchauffer, ou bien de champs magnétiques, enfin beaucoup d'hypothèses qui finalement ne se sont pas révélées exactes. Donc c'est ce problème de flot de refroidissement que l'on décrit ici. On se demande où le gaz s'en va. Et on voit bien en effet qu'il y a un peu de gaz froid autour des CD. Ce n'est pas complètement zéro. On a un petit peu de gaz, par exemple, H-alpha. On sait qu'il y a quelques formations d'étoiles, mais c'était 10% de ce à quoi on s'attend.
les satellites X qui ont été lancés, comme XMM Newton par l'Agence spatiale européenne qui a été lancée vers l'an 2000, enfin 99-2000, de même que le satellite Chandra lancé à peu près à la même époque, mais par la NASA, nous ont montré que les raies qu'on attendait. Alors voici quelques raies possibles. On a des éléments lourds qui sont le fer, l'oxygène, le carbone, etc. Et ces éléments, plus la température est élevée, plus ces éléments vont être ionisés. Donc on a par exemple O6, O5, etc., 5 fois, 6 fois ionisé. Le fer qui peut aller jusqu'à 26, fer 26. Toutes ces raies en rouge sont des raies qui sont émises par le gaz très élevé, très, très chaud. L'oxygène un petit peu moins. Donc on s'attendait, lorsque le gaz s'est refroidi, à trouver beaucoup de raies d'oxygène, par exemple. Alors ici, il y a en fonction de la température les raies qui refroidissent le plus. À haute température, on voit que c'est essentiellement le rayonnement de free-free que je viens de décrire. Donc l'efficacité croît comme la température racine carrée, qu'on a déjà mentionné. Et puis vous voyez qu'au départ, lorsqu'on est à 10 puissance 6 degrés, on a d'abord le fer qui domine ici, puis l'oxygène, et ainsi de suite. Donc on peut graduer et avoir des indicateurs de température, comme ça, des thermomètres. On a fait des calculs, par exemple celui-ci, fait par Boranger. On voit qu'à haute température, donc ici il y a 10 puissance 5, 6, 7 et 8. À haute température, ce qui domine, c'est la raie en bleu, donc le free-free. Ici, on a en vert la raie de recombinaison et les deux photons. Et puis des raies des éléments plus lourds, des métaux. Lorsqu'on descend la température, on voit que d'abord l'énergie des photons est moindre. Donc on peut quand même calculer aussi la température du gaz ainsi. Et puis la dominance des raies nous dit quelle est la température à ce moment-là. Donc si le gaz que l'on voit rayonner dans cette température-là se refroidit, on devrait voir toutes ces raies. Et en fait, on ne les voyait pas. Donc voici des modèles qui ont été faits pour la température, donc puissance 4, 5, 6, qui est un peu caché ici. On aurait dû voir O6. Et les modèles de cooling flow qui ont été faits, par exemple celui en bleu, le modèle standard, homogène, etc., prévoyaient toutes ces raies en bleu que l'on ne voit pas, puisque le marron ici, c'est le spectre observé. Donc le spectre observé contient quelques raies, des raies de fer qui sont assez chaudes, un tout petit peu d'oxygène. Il faut faire des modèles un peu plus réduits en gaz un peu tiède pour arriver à représenter les spectres observés par le satellite XMM. Pourtant, on a bien la température de refroidissement en fonction du rayon, exactement ce que l'on s'attend, c'est-à-dire à grand rayon, 100 kg par sec, c'est supérieur au temps Hubble, 13,7 milliards d'années. Et puis au centre, il y a bien des amas qui tombent en dessous même de 100 millions d'années, donc quelque chose qui est le temps de traversée de l'amas, ou le temps de free fall, le temps de chute libre, etc. Donc ici, on devrait se refroidir énormément et même s'emballer, on va avoir un refroidissement qui s'emballe. Et en fait, on ne voit rien. Dans ces modèles de raies ici, on voit quelques raies, mais on est obligé de descendre beaucoup la raie de O6, qui est justement un traceur du gaz X un petit peu plus tiède, qui aurait dû être là depuis longtemps. Et l'énergie qu'il faut pour réchauffer ce gaz est assez grande. On peut la calculer. C'est quand même pas évidemment du même ordre que l'énergie totale du plasma qu'il y a dans l'amas, mais quand même une fraction notable de l'énergie de refroidissement. Ici, on s'est aperçu à partir de l'année 2000, où XMM et Chandra ont obtenu beaucoup de résultats, que les raies du gaz qui étaient plus froides que 10 puissance 6 n'étaient pas là, qu'elles n'étaient pas dues à l'absorption, comme on pouvait le penser, et qu'on avait plutôt quelque chose qui était associé au plancher de température à un tiers de la température du viriel. Et en plus, Chandra est plutôt spécialisé dans la photométrie à haute résolution spatiale, une seconde d'arc. XMM est plutôt spécialisé dans la spectroscopie des raies. Et Chandra nous a montré des images qui nous ont fait comprendre pourquoi le plasma ne se refroidissait pas autant que ça, autant qu'on pensait avec un modèle homogène. C'est qu'on voyait les jets radio, et on va le voir dans les slides qui suivent, des jets radio du noyau actif central qui repoussent et qui réchauffent le plasma et qui forment des cavités. Donc ça, c'était à partir de 2002, on peut dire, où on s'est aperçu pourquoi ce paradigme de flot de refroidissement qui s'emballe au centre n'était pas là. Et en fait, c'était dû à le réchauffement du jet radio. Ici, on voit bien, ici en bleu, c'est l'amas en X, qui remet en X. Et puis en rouge, vous voyez le jet radio
les 2G ici, qui ont l'air de creuser une cavité et qui ont une dimension qui fait de l'ordre de 100 kg par sec, c'est-à-dire toute la région qui aurait dû se refroidir. Donc on a ce facteur 10, on voit qu'on a quand même 10% du gaz qui se refroidit, on le voit dans le gaz froid, mais il faut quand même réchauffer 90% du gaz. D'où, au lieu d'avoir 1000 masses solaires par an, on a plutôt de l'ordre de 100 masses solaires par an. Alors qu'est-ce qui peut réchauffer? On pensait aussi à la conduction, mais elle est supprimée par le champ magnétique. Puis surtout, elle est efficace, le taux de conduction est efficace à haute température et non pas à basse température. Et ce qui est beaucoup plus efficace, c'est la rétroaction de l'astrophysique, en fait, des supernovae et surtout des noyaux actifs. Alors justement, ça tombe bien. Alors vous voyez une image de Chandra, où on voit en rayons X. Ce n'est pas du tout homogène. Quand on a la résolution pour le faire, ce n'est pas une boule sans structure. Il y a énormément de structures, il y a des cavités, il y a des coquilles de rayons X beaucoup plus brillantes. Donc ça veut dire que le gaz se refroidit dans ces coquilles et il est poussé dans les cavités. Et donc on s'aperçoit que la plupart, 70% et même d'autres disent 90%, des amas qui sont à corps froid contiennent des galaxies avec des jets radio. C'est énorme par rapport à des galaxies de champ. On sait que dans les galaxies de champ, chacune ont un trou noir massif central, mais qui ne sont pas actifs la plupart du temps. Peut-être 10% sont actifs, et encore parmi ceux qui sont actifs, il y en a encore 10% qui ont des jets radio. C'est assez rare, il faut avoir des galaxies elliptiques de champ. Dans les amas, c'est pratiquement la règle. En fait, toutes les galaxies d'amas à cœur froid ont ces jets radio. Par contre, celles qui ne sont pas encore relaxées, il n'y a que 20%, donc beaucoup moins. Alors pourquoi? Simplement parce que dans les amas qui ne sont pas relaxés, on n'a pas de centre bien défini, et donc le gaz qui pourrait se refroidir ne tombe pas sur le noyau actif, donc il n'est pas alimenté. Le trou noir y est bien sûr, mais il n'est pas alimenté. Ici on voit dans ce même amas donc cette cavité ici, et les contours représentent le jet radio, c'est-à-dire c'est les contours de l'émission synchrotron en centimètres, donc fait avec le VLA, le Very Large Array. Donc les jets radio, c'est les 2G ici, et on voit que le maximum de l'émission synchrotron du jet... Alors qu'est-ce que c'est que le jet? Le jet, c'est aussi un plasma, mais il n'est pas thermique, c'est-à-dire c'est un jet envoyé à des vitesses quasi-relativistes, donc il n'est pas à l'équilibre thermique, mais il est très très chaud en équivalent température, si vous voulez, et donc il est beaucoup plus chaud. S'il est en équilibre de pression, la densité va être bien plus faible, pour que le produit densité-température soit à peu près égal à la pression, et donc on a une cavité qui a beau être en équilibre de pression, elle est à densité plus faible, donc par la pression d'Archimède, elle va remonter. La poussée d'Archimède va la faire remonter. On va avoir des bulles qui sont créées par les jets radio, donc le plasma. Le plasma occupe ces bulles, et ensuite ces bulles vont monter. Alors voici la morphologie de ces bulles radio. Donc c'est tout simple, c'est la poussée d'Archimède qui va les faire monter. Ici on voit cet amas qui est toujours le même ici. En rouge, il s'agit donc de l'image Chandra des rayons X. On voit qu'il y a deux cavités, et lorsqu'on rajoute en bleu le jet radio, on voit qu'ils occupent exactement les cavités. C'est vraiment, on a l'impression que c'est le jet radio qui pousse le plasma relativiste, pousse l'autre plasma thermique. Si on regarde un petit peu, on fait un modèle de ces cavités, bien sûr, elles ne sont pas complètement vides d'émission, mais on sait qu'il y a une paroi autour de ces cavités. Donc finalement, si elles étaient toutes simples et sphériques, l'émission que l'on voit est compatible avec l'émission de la paroi, comme si la cavité était vide. Donc c'est compatible avec une cavité vide. Et la masse des rayons X qu'il y a autour de la cavité est compatible aussi avec celle qui a été poussée de la cavité. Donc tout se passe comme si le jet a poussé tout le plasma thermique au bord de la cavité. Évidemment, il va être plus dense, il va se refroidir au bord. C'est pour ça qu'on a des coquilles X qui émettent plus de rayons X, parce qu'elles se refroidissent. Ici, vous voyez la taille un petit peu de ces cavités, c'est de l'ordre de 100 à 200 kg par sec, c'est assez géant. La galaxie est confinée au centre ici, et donc toute la partie autour de la galaxie qui devrait se refroidir, en fait, elle est réchauffée par ces jets radio. Alors il y a des exemples comme celui-ci qui sont très caractéristiques. 5813, c'est une galaxie centrale de groupe, donc ça se passe aussi pour les gros groupes, pas seulement pour les amas. Ici, on a plusieurs cavités dans ce sens. On a une paire de cavités ici, qui semble avoir été déformée en se voyageant ici dans cette direction. Une deuxième paire de cavités, et puis une petite au centre, qui a l'air d'être le jet radio qui est actuellement en train de creuser ces cavités. Donc on a l'impression qu'il y a plusieurs
épisode d'activité du trou noir, de l'AGN, et que ça se produit toujours en fait dans cet axe. Et quand on regarde en rayons X la pression, on a l'impression qu'il y a des chocs, enfin des chocs faibles, ce n'est pas vraiment des chocs très forts, mais un choc faible qui participe au réchauffement. Ici, on réchauffe grâce à l'énergie donnée par les AGN, mais ici, les ondes là, qui se déplacent vont aussi réchauffer tout le volume. Donc, ce n'est pas seulement dans la direction de l'AGN que l'on réchauffe, mais aussi dans tout le volume. Et ça explique pourquoi on ne voit pas ce flot de refroidissement auquel on s'attendait. Alors, on peut distinguer en gros 3 régions. Il y a une région 1, donc très grand rayon, où le temps de refroidissement est égal au temps de Hubble et on ne se refroidit pas du tout. Donc, ce gaz 1, il est à l'équilibre hydrostatique. Et puis, vous voyez qu'ici, on a marqué le potentiel en fonction du rayon. Quand on rentre dans la galaxie, si c'est le rayon de la galaxie, on a un puits de potentiel bien plus grand, puisqu'il y a plus de masse, il y a un lot de matière noire et puis de la masse d'étoiles. Mais au bord, dans la région 2, c'est la région 2 à laquelle on s'attendait à trouver des tas de flots de refroidissement, où on n'est pas encore dans la galaxie, et c'est cette région 2 où le temps de refroidissement est quand même plus petit que le temps de chute libre, et c'est cette région 2 qui se refroidit. Il faut regarder un petit peu l'équilibre entre l'enthalpie. Alors il faut regarder le travail de pression pour creuser la cavité et puis l'élargir, c'est le travail PV. Donc on va calculer l'enthalpie, qui est l'énergie thermique plus cette énergie de travail effectué par la pression, et on regarde si c'est équivaut à l'énergie rayonnée par le refroidissement du gaz. Alors, ce qu'on s'aperçoit, par exemple ici, un exemple qui est dans l'amas de Virgo, donc très proche, la galaxie centrale, c'est Messier 87. On voit ici une émission du jet radio qui est assez perturbée. Sans doute, il doit y avoir un mouvement de la galaxie par rapport au plasma de l'amas. Et donc, il est dévié d'un côté et puis de l'autre. Mais ce qu'on voit en rayons X, ici c'est l'équivalent rayons X, on voit qu'il y a des filaments X, donc quelque chose qui est plus brillant, donc qui se refroidit, et que ces filaments suivent un peu le jet. Donc le jet a une action en fait, sur le plasma et permet au gaz de se refroidir dans le sillage des jets radio. Donc il y a vraiment une preuve physique, ici même visuelle, de l'action du jet radio sur le plasma de gaz qui l'aide à se refroidir. Alors, l'amas de Persée est un exemple qui est finalement c'est l'amas le plus proche qui a un flot de refroidissement le plus grand, c'est celui-ci. On a une image de Chandra obtenue en 2003 et on a une galaxie centrale ici. On voit les 2 cavités qui sont dues au jet radio. Ici, il y a une espèce de front froid qui a une certaine pression et on le voit un tout petit peu, les filaments roses qui sont vus ici à droite. En H-alpha, alors H-alpha c'est du gaz neutre, mais juste en train de se recombiner, donc du gaz qui est à peu près à 10 puissance 4 degrés K, donc du gaz tiède par rapport au gaz très chaud à 100 millions de degrés. Et vous voyez qu'il y a des tas de filaments, on a l'impression qu'en effet il y a du gaz qui tombe. La galaxie est assez petite, donc c'est quelque chose qui a à peu près une taille de 50 à 100 kg par sec, donc dans le tour de la galaxie. Et on voit aussi des boucles, en quelque sorte, du gaz qui a l'air de retomber, comme un fer à cheval de ce côté, et qui a l'air, justement, ce fer à cheval est ici, il a l'air d'être comprimé par le front froid ici, qui est un front de pression. Alors on voit ce genre de choses un petit peu partout, avec moins de détails puisqu'ils sont plus loin, ces amas. On a Hydra, ici la même chose, un jet radio qui crée des cavités, ici aussi un jet radio avec 2 cavités ici. Parfois on a moins de résolution spatiale pour les voir, mais on a 2 cavités ici, et ainsi de suite. Donc on a maintenant des dizaines et des dizaines de ces exemples-là où on a toujours des jets radio qui créent les cavités, et c'est sans doute la solution à ce problème de refroidissement. Alors quand on peut calculer la pression, alors voici un amas qui est l'amas de Centaurus, ce sont les rayons X qui sont ici. Centaurus est assez particulier parce qu'il y a l'interaction de marée avec un amas proche, donc on a comme une spirale ici, mais on a quand même des cavités et puis des coquilles X qui se refroidissent. Et on peut calculer, lorsqu'on a la luminosité, on a le n au carré avec la température, mais on peut aussi calculer avec les raies et puis l'énergie des photons qui sont émis, la température du gaz. Donc on a la température et la densité, on peut calculer la pression partout, et on voit qu'il y a à peu près équilibre de pression entre les cavités et puis les coquilles.
Donc tout ça, et même s'il y a des tout petits chocs de pression, ils sont assez faibles, on a quelque chose qui se développe avec à peu près un équilibre de pression. Donc ce qu'on disait, c'est que les bulles radio sont bien moins denses, plus chaudes, moins denses, et donc elles sont à la même pression, mais elles montent par la poussée d'Archimède. Donc cette pression est dans les coquilles. Parfois, on trouve quand même que la pression à l'intérieur de la coquille est un peu trop faible. Peut-être qu'il y a une pression magnétique, peut-être qu'il y a un peu de gaz X qui reste, on ne sait pas tellement par projection le décomposer, mais en gros, c'est à peu près l'équilibre de pression. On a aussi un outil pour déterminer justement ce champ magnétique et la densité, c'est le phénomène de polarisation et de rotation de la polarisation Faraday. Alors qu'est-ce que c'est que cette rotation Faraday? C'est lorsque vous avez un champ magnétique parallèle à la direction de propagation d'une onde électromagnétique, donc il y a un champ électrique perpendiculaire à cette direction de propagation, la polarisation, la direction de polarisation ici, peut tourner. Donc elle tourne ici, vous voyez, elle est toujours perpendiculaire à B parallèle, mais elle tourne. Et pourquoi elle tourne? Parce qu'on peut décomposer ce champ E en deux ondes, une qui tourne à gauche et une qui tourne à droite, et les deux ondes polarisées circulairement ne se propagent pas à la même vitesse dans le milieu ionisé. C'est ce qu'on voit aussi dans un plasma en laboratoire. On a des milieux comme ça qui ont des vitesses différentes. Et donc ici, cette rotation, elle peut être détectée parce qu'elle dépend de la longueur d'onde. Donc il suffit de détecter la polarisation du champ en fonction de la longueur d'onde très proche, et à ce moment-là, on voit qu'elle tourne. Ici, par exemple, vous avez, selon un lobe radio, c'est le lobe de Sinusa, vous avez en couleur l'angle de rotation Faraday, ici les grandes rotations ici et les petites rotations. Donc, vous voyez, on sait mesurer, en fait, des cartes de rotation Faraday. Donc on peut mesurer N, E et B. Avec NE mesuré aussi par les rayons X, on peut avoir des limites supérieures sur la densité et la température de ces milieux avec le champ magnétique. On peut montrer que ces températures-là dans ces coquilles sont assez élevées. Alors, on a vu que le gaz se refroidissait, surtout au bord de la cavité, dans ces coquilles X qui émettent beaucoup. Mais où va le gaz? Alors, on voit que le gaz va se retrouver à 10 puissance 4, enfin un peu de gaz, hein, pas autant de gaz qu'on croyait au début, mais du gaz qui se retrouve à 10 puissance 4, on le détecte en H-alpha. C'est l'arrêt de Balmer, l'arrêt de recombinaison de l'atome d'hydrogène. Et vous avez des contours ici qui sont les contours H-alpha. Ces contours H-alpha, ils sont au bord des cavités, justement. Ils ne sont pas dans la cavité. Donc c'est bien là où le gaz se refroidit qu'on voit ce gaz H-alpha au bord des cavités creusées par l'AGN. Donc la physique de ces cavités permet de savoir justement si l'énergie du G radio et de l'AGN est compatible avec le réchauffement nécessaire pour éviter tout le refroidissement. Alors on peut calculer cette énergie, hein, premièrement un terme d'énergie thermique, NKT, ou avec un gamma qui est le rapport des capacités thermiques, et aussi en prenant en compte le travail de l'expansion de la bulle, le PDV. Donc on a ce rapport-là et on peut le calculer dans certains amas d'Abel, on l'a calculé, et l'ordre de grandeur est tel qu'en effet, à un facteur 50% ou de près, c'est compatible, c'est-à-dire que l'AGN est bien capable, a bien toute l'énergie capable pour réchauffer juste et compenser l'énergie thermique du gaz X qui se refroidit. Donc ça explique pourquoi alors il faut évidemment le sommer sur tous les épisodes de source radio. On a vu qu'il y avait eu parfois plusieurs cavités. Hein, toutes ces cavités-là nous donnent l'historique de l'activité passée du G radio. L'activité se produit par flaire, par sursaut, qui dure à peu près 100 millions d'années. Donc on peut faire une petite archéologie pour voir un petit peu tout ce qui a été élevé. Et donc les simulations numériques nous aident aussi à comprendre un petit peu les ordres de grandeur. Justement dans cette simulation de Chorazov et al. Ici vous avez, on simplifie énormément, on prend une bulle qui représente le G radio qui a été confiné dans sa bulle et qui est parti avec une énergie qui a une température 2 fois ou 3 fois supérieure à celle du plasma, et on le voit monter par la poussée d'Archimède, et on voit un petit peu, évidemment il y a des instabilités de Rayleigh-Taylor et de Kelvin-Helmholtz qui se produisent, et on voit qu'en effet l'énergie est comparable entre l'énergie des bulles radio
qui proviennent de l'AGN, et puis celles qui se refroidissent. Donc ça, c'est à peu près complet, et on peut en déduire le taux dm sur dt qui se refroidit. Alors il n'y a pas que ça, en fait, il faut prendre en compte l'AGN, mais aussi ce qu'on appelle les ondes sonores. Ça a été appelé tsunami par les Japonais, bien sûr, Fujita et al. Alors ces ondes sonores, il y en a de plusieurs types. Il y en a qui sont dues aussi aux cavités de l'AGN, des G-radios, qui font des rides, on va le voir dans l'amas percé. Et puis aussi, lorsque l'amas vient d'une fusion entre deux amas, il y a aussi beaucoup d'ondes et de turbulences, et des galaxies aussi. Donc ces ondes sonores peuvent contribuer au réchauffement du gaz. Donc ça permet d'expliquer aussi le refroidissement qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait penser dans un modèle très simple. Alors voilà par exemple l'amas de Persée, on voit encore cette image de Chandra, et ici on a passé un filtre passe haut pour voir les petits détails à haute fréquence spatiale. On voit qu'il y a des rides qui est ici, et on voit dans cette petite animation que le G va creuser les cavités, et puis ces cavités vont créer des rides d'ondes sonores qui se déplacent ici, et c'est en effet ce qu'on voit. Donc ça, c'est l'interprétation de ce qui est vu. Et ici, on voit qu'il y a ce front froid là qui est très caractéristique, et ce qu'on a mis en contour ici, ce sont les filaments H-alpha que je vous ai montré tout à l'heure en rouge, et qui avaient des fers à cheval, des boucles ou des fers à cheval, qui ont l'air d'être arrêtés par ce front froid. Donc en fait, on a l'impression qu'on a comme un gaz ou un liquide qui bout et qui remonte et puis qui redescend, etc. Donc on a quelque chose qui est très très actif et très en mouvement, ce n'est pas du tout statique. Alors voici, en H-alpha, on a un gaz qui est à peu près tiède, mais qui contient assez peu de masse. Toute la masse est en fait dans le gaz moléculaire. 100 fois plus de masse environ. Ici, on a essayé de détecter le gaz moléculaire, mais alors cette fois-ci froid complètement, c'est-à-dire 10 à 20 degrés Kelvin, donc quelque chose qui est bien plus froid que le gaz à 10 puissance 4 et encore bien plus que les 100 millions de degrés. Ici, vous voyez en bleu, il s'agit du rayon X, donc tout le gaz chaud. Les cavités sont très visibles ici. Les contours blancs, c'est les contours du G-radio, donc l'émission synchrotron que l'on voit en centimétrique. Et en noir, on a l'émission de la molécule CO, donc l'émission de la raie de rotation de CO, qui correspond à toute cette masse, donc 10 puissance 10 masse solaire de gaz moléculaire froid, qui vraiment alimente le trou noir central. Donc ça, c'est vraiment explique pourquoi le noyau actif est toujours en activité, c'est qu'il reçoit énormément de gaz moléculaire. Ici, on revoit à nouveau en rose le H-alpha, et en vert, on voit ceux qui se forment des étoiles. Donc tout le gaz n'arrive pas au centre, il y en a quelques-uns, un petit peu des nuages de gaz qui forment des étoiles en route. Et on les voit, ces étoiles, se former. Donc ici, c'est toujours le centre de l'amas de Persée. Alors, la masse, elle est surtout en H2, mais il est très difficile de voir le gaz H2. Il est beaucoup plus facile de voir H-alpha, bien qu'il soit presque négligeable en masse. En fait, le gaz H-alpha, on s'imagine que c'est la paroi du gaz moléculaire. Le gaz moléculaire, il s'autoprotège parce qu'en fait, il survit en étant baigné dans un gaz à 100 millions de degrés, ce qui est quand même surprenant. Mais c'est la paroi qui va être évaporée par tout ce gaz X et ces rayons cosmiques, les électrons et les protons. Et à la surface du gaz moléculaire, il y a ce gaz H-alpha qui se recombine. Donc ça, c'est vraiment à la peau du gaz, mais H-alpha est une raie qui émet énormément, et donc très peu de gaz suffisent à émettre beaucoup de rayonnement, donc on est facile à le voir. Par contre, H2 est beaucoup plus difficile. H2 est une molécule symétrique, donc il n'a pas de dipôle de rayonnement, donc on ne peut pas avoir la raie de rotation. Ce qu'on est obligé de faire, c'est d'avoir le quadrupôle, donc quelque chose qui est bien plus faible et qui rayonne en proche infrarouge. Donc ça, c'est une image proche infrarouge, mais on voit que ça représente la même chose au bruit près, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus bruyant, mais l'échelle ici est de 85 kg par C. Alors, dans cet amas de Persée, qui est vraiment le prototype de ces amas à flot de refroidissement, on a pu aussi voir des tas de refroidisseurs, qui sont les métaux, les molécules, ce n'est pas des molécules, là, c'est des atomes ou des ions. O1, c'est l'oxygène atomique, qui émet des raies 63 microns. Alors, ce sont des raies interdites que l'on met entre crochets parce que ces raies interdites, pourquoi elles sont appelées interdites? C'est qu'en laboratoire, on ne les voit pas du tout. Elles ont un taux d'émission spontanée qui est très très faible. Et donc, en laboratoire, cette espèce atome ou ion va se recombiner avec la paroi et ne va jamais rayonner.
dans l'espace intergalactique, vous n'avez pas de paroi, donc vous pouvez attendre des années, et finalement vous voyez le rayonnement donc, qui est permis dans l'espace mais interdit dans le laboratoire. Donc vous avez des raies à 63 microns, 88 microns et 158 microns, donc c'est dans l'infrarouge très lointain. Il faut un satellite pour le voir, puisque l'atmosphère terrestre nous empêche de le voir, et c'est le satellite qui a été lancé en 2009, en même temps que Planck, le satellite Herschel lancé par l'agence européenne. Donc ce satellite a permis de voir toutes ces raies-là qui refroidissent. C'est le gaz tiède auquel on s'attendait à voir le refroidissement et qu'on voit finalement, mais à un taux qui est quand même 10 fois inférieur à ce qui était attendu. Vous voyez les raies de toutes ces raies interdites ici, raies de structure fine, O1, O3, C2, etc., qui sont très détectées. Et donc on peut en déduire quel est le gaz qui se refroidit. Donc on a à peu près 50 masses solaires par an qui se refroidit, et c'est le même qui se refroidit en X et qui se retrouve au centre à former des étoiles au taux de à peu près comparable, 40 masses solaires par an. Quand on fait une petite carte, évidemment, là c'est le H-alpha, on a au sol une seconde d'arc de résolution. Là, le satellite Herschel n'avait pas une aussi bonne résolution, mais quand même, on voit que ça a à peu près la même tête, la même morphologie. Ici, le C2. Et on peut, comme c'est une raie, on peut avoir aussi la vitesse. On voit que dans la galaxie elle-même, le gaz n'est pas en rotation. Donc en fait, on est encore dominé par le flot de refroidissement. Le gaz ne s'est pas encore relaxé, ne s'est pas mis en rotation autour. Ici, on a la couleur donne la vitesse. S'il y avait un champ de vitesse de rotation bien relaxé, on aurait le bleu et le rouge de chaque côté, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc on est vraiment dominé par le gaz qui tombe vers la galaxie centrale. C'est ce qu'on voit aussi donc, dans la molécule CO. Ici, on a des tas de spectres, ici superposés à la carte H-alpha. Et on voit que le gaz est très fin, la dispersion de vitesse est très fine. C'est ça qui est une caractéristique de ce gaz. Il a une vitesse assez faible. Normalement, les galaxies dans un amas de ce type ont des vitesses de 600 km par seconde à 1000 km par seconde. La dispersion de vitesse ici est plutôt de l'ordre de 200 km par seconde. Donc, il ne tombe pas comme en chute libre, loin de là. Il a une vitesse bien plus faible. Et ça, sans doute, on ne le comprend pas encore très bien, mais c'est sans doute dû à la pression dynamique du gaz très chaud qui, lorsqu'il s'applique sur un nuage moléculaire qui, lorsqu'on prend toute sa globalité, son enveloppe, a une densité surfacique relativement plus faible, elle peut être égale à la densité de la pression dynamique du gaz froid est capable de l'arrêter. Donc c'est pour ça que le gaz n'est pas en chute libre complètement. Donc il est assez lent. On ne sait pas vraiment, comme il n'y a pas de rotation, on ne sait pas le gaz qui est derrière, devant, on ne sait pas si le gaz monte, descend, etc. En fait, il y a sans doute les deux. On a vu qu'il y avait des bulles de gaz qui montent, qui sont entraînées par les bulles du jet radio, et puis d'autres qui tombent, mais on n'est pas encore très sûr de ce qui monte et ce qui descend. Voici par exemple d'autres exemples dans l'amas du Centaure. On a dans cet amas une perturbation, comme on l'a vu tout à l'heure, de marée. On a une queue de marée ici, qui est due sans doute à la collision avec un autre amas. Et on voit le H-alpha avec des tas de filaments, et puis aussi le refroidissant qui est C+, en bleu, en rouge le H-alpha, et en vert les rayons X, on a ce mélange. Et les contours en noir, c'est le jet radio, qui est sans doute à la source de tout ce réchauffement du gaz qui voudrait se refroidir. Donc ça, les mécanismes d'excitation de toutes ces molécules, on a observé beaucoup de molécules, et que normalement, ces molécules sont excitées par une grande densité qu'il y a dans le milieu interstellaire auquel on est habitué, qui n'y sont pas dans ces amas. Alors en fait, on a un type d'excitation particulier, c'est que ces molécules sont entourées d'un gaz très chaud, donc électrons et protons, qui peuvent traverser. C'est comme les rayons cosmiques qui, lorsqu'on est au voisinage d'une supernovae, peuvent chauffer les nuages moléculaires. Donc cette excitation, elle est particulière. Il n'y a pas beaucoup de poussière, parce que la poussière est un peu détruite dans les amas, mais il y a certainement ces rayons cosmiques, et puis aussi des chocs. Quand on a vu la molécule H2 qui était excitée vibrationnellement, certainement il y a des chocs assez violents qui permettent d'exciter ces cœurs. Alors pour savoir si on a un flot qui monte ou qui redescend, ça c'est vraiment la question qu'on peut se poser. On a certainement les deux. On peut faire des simulations numériques et voir un petit peu ce que l'on voit. Et en effet, voici une simulation qui est assez représentative d'un amas. Alors le centre est en 0, donc on voit que le nord de l'amas, pas le sud qui est à peu près symétrique,
dans cette simulation. Et on a ici la brillance de surface des rayons X avec une cavité, qui est la cavité due au jet radio. Donc ça représente bien ce que l'on voit, par exemple, dans Persée. Ici, on a la température. On a des fronts froids ici, des fronts plus chauds, plus froids, qui est assez turbulent, assez chaotique. La métallicité, on voit que la métallicité commence par être enrichie par la galaxie, mais il y a beaucoup de bulles qui sont enrichies aussi. Et puis ici, c'est le gaz très froid. La densité de gaz froid, on voit que ça descend en filament. Alors dès que le gaz est très froid, il perd son support de pression et la gravité qui normalement équilibre la pression le refait tomber brutalement. Donc ici, on a des filaments de gaz froid. Et ce modèle-là est appelé la création de gaz froid chaotique, puisqu'il y a des bulles qui montent, qui descendent et qui est à peu près turbulente. Donc c'est un peu chaotique. Ce n'est pas juste un flot de refroidissement très régulier qui descend au centre de façon très simple. Lorsqu'on regarde les ordres de grandeur, c'est à peu près ce que l'on voit ici, en fonction du rayon. Normalement, on devrait avoir un temps de refroidissement qui n'arrive pas à descendre complètement, parce qu'on sait qu'on a une température qui reste à peu près au tiers de la température du viriel, avec une entropie assez grande, un plancher d'entropie qui ne descend pas à zéro. Et ce plancher d'entropie, on l'a vu, était dû à tout ce qui a chauffé le gaz, comme les étoiles, les supernovae et les AGN. Donc on a quelques niveaux de plancher d'entropie. Et puis la simulation donne en rose ce temps de refroidissement qui est dû au mélange de gaz qui monte, qui descend dans ce bouillonnement de multiphase. Donc un gaz qui est à la fois au même endroit, peut être très chaud, tiède ou complètement froid. Alors, des petites simulations numériques qui montrent bien ce qui se passe. On avait fait un certain nombre. Ici, vous avez 5 simulations en fonction du temps. La température, c'est la couleur. Et ce qui a été fait, c'est juste une bulle qui représente les bulles de l'AGN, du jet radio. Et ce que l'on fait varier, ce sont les paramètres. On peut mettre des températures, des rapports de température entre la bulle et le reste du gaz différentes, où la quantité d'énergie est différente. Donc les bulles montent à des taux différents. Ils peuvent être instables et former des champignons, ce que l'on voit. Et on va regarder un petit peu alors ici, ce qu'on a en température, vous voyez qu'on fait remonter, la bulle radio fait remonter du gaz qui est un petit peu tiède, et puis finalement il se refroidit, et lorsqu'il perd son support de pression, il retombe relativement froid. Donc ici on a une petite simulation, si ça démarre, voilà. Ici vous avez une bulle, donc le plasma radio, la bulle qui monte par la poussée d'Archimède. Vous voyez un petit peu le champignon qui se forme, et puis le gaz qui est encore chaud, mais dès qu'il devient froid, il commence à descendre. Et ce qu'on représente par la bulle, c'est le lobe radio, en fait, qu'on voit ici dans un jet radio. Et ici, vous voyez que le gaz commence à être entraîné par la bulle, il reste chaud, puis ensuite il descend et il est complètement froid. Donc on peut expliquer, ici on n'a pas encore beaucoup de turbulence, mais c'est le principe qui est expliqué de filaments qui retombent. Alors cette dynamique du gaz, on peut la mesurer. Ici on a deux choses dans ce diagramme. On a en bleu la simulation numérique en fonction du temps. Évidemment, là, on a le temps avec la simulation. Et puis, il y a une mesure faite par Hitomi. Hitomi est un satellite malheureux, un satellite japonais malheureux, qui était très performant, très sensible, qui a fonctionné quelque temps. Il a pu mesurer Persée. Et puis, il a eu un problème technique. Il s'est mis à tourner rapidement. Et les ingénieurs au sol ont essayé de le ralentir, mais se sont trompés de sens et l'ont fait tourner encore plus vite, donc il s'est éclaté dans l'espace. Donc malheureusement, mais on a pu observer Persée. Et donc cette observation a été très précieuse. Elle a permis de voir que la dispersion de vitesse du gaz X très chaud était très faible, que ce soit à 30 ou 60 kg par sec. Donc vous voyez, la mesure, c'est ça, c'est le trait rose. Et ce qu'on arrive à faire en simulation, en fonction du temps, ça correspond bien à la faible dispersion de vitesse, puisque le gaz pourrait être à beaucoup plus de dispersion de vitesse, 500 à 1000, correspond bien à ce que l'on observe. D'où le gaz qui est relativement froid dans ce sens-là. La production de métaux est aussi très intéressante. Là, il y a une compilation qui a été faite par De Grandi et al. Sur 22 amas, que ce soit des amas non relaxés ou relaxés à cœur froid. Et on voit comment l'abondance des métaux c'est oxygène, carbone jusqu'au fer,
le fer notamment, la masse de fer que l'on voit dans le plasma dépend juste de la masse du gaz, donc c'est que l'abondance est constante. Et donc d'un amas à l'autre, c'est à peu près les mêmes phénomènes. Et évidemment, ça vient un petit peu de la galaxie centrale, et puis c'est assez mélangé, ça se mélange progressivement. Et évidemment, lorsque l'amas n'est pas relaxé, vous avez des fusions d'amas et on a un mélange beaucoup plus efficace. Mais ce brassage est vraiment observé dans les observations. On voit dans Messier 87 une carte de l'abondance et on voit que ça suit, alors les jets radiaux sont ici, hein, et on voit que l'abondance est d'autant plus grande, hein, lorsqu'on est rouge, on est très abondant en métaux, elle suit les jets radiaux. Donc on voit que c'est bien les jets radiaux qui font bouger le plasma et qui font transmettre toute l'abondance qui vient de la galaxie à tout l'amas. Donc on voit bien la direction où se propagent les métaux. Alors ça c'est très intéressant parce que ces phénomènes que l'on voit, ils sont beaucoup plus faciles à voir dans un amas, mais ce sont peut-être aussi les mêmes genres de problèmes qui se passent dans toutes les galaxies. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, qui n'est pas dans un amas, donc on n'a pas un plasma très intense, il n'y a pas de rayons X du tout, mais on sait que quand même, ici, notre galaxie, dans cette petite simulation, est représentée par la tranche, avec le Soleil ici, donc un disque froid, et on sait qu'il y a quand même un milieu coronal qui est assez chaud. Coronal parce que en fait, c'était la couronne du Soleil qui est à 100 millions de degrés, donc on l'a appelé coronal pour cela. Mais on sait qu'il y a du gaz chaud qui vient des supernovae qui ont explosé, qui ont envoyé du gaz chaud dans une couronne autour de la Voie lactée. Mais il n'est pas assez dense pour émettre en rayons X. Mais on sait qu'il existe et on pense que l'effet Fontaine qui est dû à ces supernovae, alors cette fois-ci ce n'est pas un AGN, mais on peut faire l'analogie avec ce qu'on voit dans les amas. Une supernovae envoie du gaz assez chaud qui monte, donc il est plus chaud, donc même s'il a la même pression, il est moins dense, donc il va monter par la pression d'Archimède ici, et vous voyez qu'il va comprimer le gaz coronal, il va le refroidir, et finalement lorsque la fontaine, le gaz va retomber, lorsqu'il est plus froid, il va retomber, il va avoir plus de masse que ce qui était éjecté. Donc finalement c'est une rétroaction positive qui permet à un peu de gaz de la couronne de retomber sur la Voie lactée et de réenrichir la Voie lactée en gaz et reformer des étoiles. Donc ça, c'est peut-être un processus qui permet de voir comment le gaz du halo de la galaxie peut retomber et alimenter une Voie lactée. Donc c'est un petit peu le même principe, mais beaucoup moins violent, qui a été proposé pour les galaxies spirales, par exemple. Alors, ce gaz pour l'amas, hein, si je reviens à l'amas, il y a en effet des AGN très puissants. On mesure parfois des vitesses énormes au voisinage du trou noir. Alors, lorsqu'on est près du trou noir, on a parfois des jets qui sont de 10 000 à 20 000 km par seconde. On se dit c'est pas possible, le gaz va sans doute s'échapper, il a la vitesse d'échappement largement, mais en fait rien ne s'échappe et tout retombe parce que le gaz il va très très vite, mais il va être ralenti énormément dans le gaz chaud de l'amas par le plasma, et donc finalement il va finir par retomber dans cette turbulence multiphase de gaz chaud, tiède et froid. Et on sait que finalement, on va réalimenter le trou noir central. Donc c'est du gaz qui n'est pas éjecté et qui aurait dû se refroidir, mais est réchauffé, mais finalement, il va finir par retomber. C'est ralenti quand même, mais il va finir par alimenter le trou noir. Alors récemment, on a observé beaucoup de ces genres de flots de refroidissement avec ALMA, qui est le télescope au Chili qui permet de regarder le gaz moléculaire. On a vu que la plupart du gaz froid, c'était du gaz moléculaire. Et maintenant, on en observe dans beaucoup de flots de refroidissement, par exemple celui-ci, où on a ici en contour bleu et rouge, qui est le gaz qui a deux vitesses, donc le gaz qui tombe et le gaz qui sort. On ne sait pas exactement lequel, puisqu'on ne sait pas s'il est devant ou derrière. Mais en tout cas, il y a plusieurs flux de gaz dans cet amas-là. Dans celui-ci aussi, on a des bulles en rayons X, on a des cavités et des bulles, c'est toujours le même principe. Donc on a pu montrer qu'il y avait énormément de gaz froid, toujours de l'ordre de 10 puissance 10, ici 5 10 puissance 10 masse solaire. Donc ce principe de gaz qui retombe sur le trou noir est vu un grand nombre de fois maintenant. On a aussi celui-ci qui est très caractéristique et qui se reproduit plusieurs fois, c'est que la galaxie centrale n'est pas au repos dans son amas. Donc elle est sans doute excitée par une précédente fusion entre deux amas, mais la galaxie centrale oscille
dans le puits de potentiel central. Alors ici, on a le puits de potentiel, c'est le cercle, le centre de l'amas est ici, et la galaxie, elle oscille dans ce puits de potentiel. Mais comme le temps dynamique de faire une oscillation, c'est de l'ordre de 300 millions d'années, et que c'est la même ordre de grandeur que le temps de refroidissement, on voit qu'elle fait un sillage de refroidissement. Ici, on a du gaz H-alpha. La galaxie est là maintenant, mais elle a dû faire ce trajet ici. Et on voit qu'elle, dans son sillage, elle a du gaz qui se refroidit. Donc on a une onde, un sillage de refroidissement, que l'on voit aussi dans le gaz moléculaire. On le voit aussi en H-alpha. Alors en H-alpha, on voit qu'il est en noir, c'est le gaz H-alpha qui se refroidit, donc le gaz tiède. Et en contour, on voit les jets radiaux de la galaxie centrale et on voit que ce gaz se refroidit autour des cavités, encore une fois. Et l'image ALMA qui a été donc faite récemment, c'est en couleur ici, c'est du gaz moléculaire, donc très dense et très froid, de l'ordre de 10 à 20 degrés Kelvin, qui entoure les cavités radio. Alors ici, on dirait que c'est dessus, mais c'est simplement un effet de projection, il est autour de la cavité. Donc on commence à avoir pas mal de résolution pour savoir que le gaz se refroidit autour des cavités radio. On ne sait toujours pas, mais là, on peut encore s'interroger. Est-ce que le gaz est en train de sortir ou est en train de rentrer? On ne sait pas s'il est devant ou derrière. On a sa vitesse, mais ça pourrait très bien être, même s'il est vers le bleu, s'il est derrière, il tombe, et s'il est devant, il sort, donc on ne sait pas. Par contre, on le sait lorsqu'il y a une absorption. Et ça, c'est très intéressant. On a par exemple un amas ici, où en millimétrique, puisqu'on regarde les molécules CO, H2, etc. en millimétrique, on a en général une seule source radio, c'est le centre. Ce que vous voyez ici, c'est les 2 jets radio, mais c'est en centimétrique, c'est l'émission synchrotron en centimètres, et vous voyez les lobes radio. En millimétrique, vous ne voyez que le centre. Donc ici, ce qu'on voit, c'est l'arrêt de la molécule CO qui vous donne la quantité de gaz moléculaire, 10 puissance 10 masse solaire. Et puis devant, vous avez des nuages qui absorbent devant le continuum de l'AGN, c'est-à-dire le noyau actif au centre. Et ce qui est caractéristique, c'est toujours décalé vers le rouge. Vous voyez ici les vitesses rouges et les vitesses bleues. On n'a pas d'absorption de l'autre côté. Ce qui veut dire que tout le gaz qui est vu devant la source continuum tombe dessus. Donc cette fois-ci, on a un sens dans le flux de gaz, tout ce qui est proche du trou noir et du gaz qui tombe dessus. Donc on a vraiment l'évidence du flot de refroidissement, ce qui n'était pas forcément le cas avec le gaz hydrogène atomique H1. Alors H1 avec 1 cm, pourquoi? Parce que ce qui émet en radio, c'est les lobes radio. Donc on avait une absorption devant quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus loin de l'AGN. Cette fois-ci, on avait soit redshifté, enfin décalé vers le rouge ici, ou vers le bleu, parfois vers le bleu. Donc on avait tous les mouvements qui sont attendus si on va assez loin du trou noir. Mais près du trou noir, on n'a que des mouvements décalés vers le rouge, donc qui tombent sur le centre. Alors on a pas mal d'amas de refroidissement comme ceci. Ici, vous avez un amas qui est très caractéristique. On a les rayons X. Donc en bleu, vous avez le gaz froid qui rayonne beaucoup, donc qui se refroidit. Et ici, vous avez le jet radio. Vous voyez que les X suivent le jet radio. Le jet radio, vous le voyez à plusieurs longueurs d'onde. En noir, c'est à plus haute longueur d'onde, donc vous avez plus de résolution, donc vous voyez ça. Et ensuite, au bleu et en vert, vous avez moins de résolution, donc vous voyez quelque chose qui semble comme une patate. Mais enfin, c'est parce qu'on n'a pas la résolution pour le faire. Mais on voit que les jets dans cette direction-là. Et on voit que le gaz X se refroidit dans cette direction aussi. Donc on voit l'effet du jet radio sur les rayons X. Et ce qu'on voit aussi, c'est que donc le jet radio est ici, on a quelque chose qui est très froid là, et puis on a observé un arc qui était assez chaud. On suppose qu'on a une cavité et le gaz qui va tomber dans la cavité et qui choque ici en chaud. Donc il y a beaucoup de structures là-dedans. On a aussi de l'UV qui rayonne autour des lobes radio. Et puis, on peut faire le calcul que la quantité de gaz très chaud, la colonne densité de gaz très chaud, la pression dynamique, peut en effet arrêter le gaz moléculaire qui a une surface densité de 10 puissance 22. Donc, ça explique que le gaz tombe, mais doucement. Il est arrêté par la pression dynamique. Voici un petit peu le résumé de tout ce qu'on a observé dans cet amas. Vous voyez que c'est très structuré, très complexe. En bleu, vous avez les rayons X,
observé par Chandra. Vous avez la turbulence du gaz qui est visible. En rose, vous avez le gaz H-alpha qui a été observé par l'instrument MUSE. Donc on a énormément de sensibilité et de résolution spectrale ici. Et puis en jaune, c'est le gaz moléculaire qui est observé grâce à la molécule CO et qui tombe sur la galaxie puisqu'elle est absorbée par le sang. Donc on a vraiment cette vision maintenant de l'amas, très très complexe, mais on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Alors cette structure se passe aussi dans les groupes, pas seulement les amas, mais les groupes. Ici, on a un petit groupe avec une galaxie centrale. On a aussi des filaments H-alpha. Et en bleu et rouge, vous avez le gaz moléculaire qui a été observé à Calma et qui, en effet, est aussi en absorption devant le continuum radio, décalé vers le rouge, donc qui tombe aussi là-dessus. Et on en a à peu près un certain nombre, ici 3 groupes, où on voit les rayons X, donc des petits rayons X quand même, c'est un groupe assez massif pour avoir des rayons X. Et puis de l'H-alpha et le CO. Le CO, il est difficile à détecter, c'est beaucoup plus petit, donc plus difficile, mais on voit les contours noirs qui sont les contours de la molécule CO, donc du gaz très très froid. D'un groupe à l'autre, il y a des différences qui nous donnent des idées sur les degrés d'évolution. Vous avez ici la densité, la température, la masse de gaz, la fraction de gaz, l'entropie. Vous voyez que les courbes sont un peu différentes. Certains sont beaucoup plus refroidis, d'autres beaucoup moins concentrés. Donc, tout ceci donne une certaine richesse pour connaître l'évolution de tous ces groupes. Et puis on se demande vraiment pourquoi les molécules ne sont pas détruites. On s'attendait à ce que les molécules dans le milieu très très chaud à 100 millions de degrés soient détruites. En fait, lorsque l'AGN ici arrive sur un nuage de gaz, on peut faire une simulation et voir qu'on va finalement étaler le gaz moléculaire dense et finalement on aura beaucoup plus de... C'est un petit peu comme une voile, on a beaucoup plus de surface pour l'arrêter et la pression dynamique va l'arrêter. Et puis aussi, on aura plus de surface pour faire des petits noyaux et des petits nuages. Donc finalement, on a beaucoup plus de volume et puis quand même des condensations qui s'autoprotègent. Donc finalement, on arrive dans des simulations numériques. Ici, on avait des simulations qui au départ n'arrivaient pas à expliquer pourquoi le gaz moléculaire n'était pas complètement détruit dans les chocs, etc. Mais aujourd'hui, les simulations numériques qui forment la chimie de la molécule d'hydrogène arrivent à expliquer pourquoi on forme autant de molécules dans un milieu aussi hostile à ces molécules. Alors je terminerai par des simulations numériques qui montrent un petit peu comment on s'explique la formation de ces flots de refroidissement. Ici, vous avez à nouveau une bulle qui a été proposée avec une température 2 fois la température du gaz chaud et qui se propage. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les temps 60 millions d'années et 120 millions d'années. Vous voyez, c'est l'ordre de grandeur du temps de refroidissement. Et le temps que met le jet radio à monter est du même ordre que ce temps de refroidissement. Donc ça me permet de voir quelles sont les instabilités qui se produisent et l'influence du champ magnétique sur ces instabilités. Vous voyez que le champ magnétique ici est vertical, empêche les instabilités verticalement. Par contre, les instabilités perpendiculairement au jet sont tout à fait permises et on voit ce genre d'instabilité qui représente un petit peu ce que l'on voit en réalité. Ici, je ne sais pas si le film va commencer, mais oui. Donc, on a ici une simulation pour expliquer pourquoi l'amas de Persée a une forme comme celle-ci. Vous voyez, on a comme un bras spiral. Et c'est exactement ce qu'on voit aussi dans l'amas de Centaure. Et on pense qu'il s'agit de l'interaction avec un amas. Vous voyez ici, on va voir l'amas qui va s'en aller. Il y a un petit amas qui passe. Il n'est pas en fusion, mais il a déclenché cette interaction de marée. Et on voit comment... Alors tout ça, c'est du gaz chaud qui se propage. Et qui, ensuite, on aura un petit AGN qui va mettre des cavités à l'intérieur. Si on arrive à la 3e petite séquence. Ici, vous avez le temps qui se développe. Et ici la taille caractéristique. Et donc lorsque, voilà, ici un amas passe, et on voit un petit peu les turbulences et les instabilités. Ici on va voir qu'il y a, exactement comme dans les simulations, des instabilités de Kelvin-Helmholtz qui montrent qu'il y a comme des arcs qui sont contraires à la concavité de la spirale. Quand on la superpose avec l'image de Chandra,
on voit que cette onde-là, qui a l'air d'être convexe par rapport à ce truc qui est concave, représente exactement l'amas de Persée, qu'on a observé exactement comme ça, hein, ici avec, vous reconnaissez les deux cavités et puis le front chaud. Donc, en résumé, si j'arrive à voir la suite, oui. Donc, notre vision actuelle des amas est maintenant assez différente de ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années. On a une vision très inhomogène, hein, un petit peu ce qu'on a vu dans cet amas-là. Le gaz est multiphase. En chaque endroit, on a des températures et des densités très différentes. Les pressions sont peut-être en équilibre, mais on a du gaz très chaud qui monte avec les jets radiaux et qui monte par la poussée d'Archimède. On a beaucoup d'émissions de raies qui nous permettent d'avoir la température à chaque instant. Et la déposition de gaz froid se fait partout, dans une région qui est assez grande. Au départ, on pensait que c'était seulement au centre qu'on allait refroidir le gaz. Là, on refroidit partout grâce à ces cavités qui sont plus denses qu'au bord des cavités. Et donc, le gaz, eh bien, où est-ce qu'il se découple? Eh bien, il peut se découpler n'importe où. Il peut se découpler dans les filaments. Il peut former des étoiles dans le filament, ou alors il peut aller au centre et alimenter l'amas. Donc, en résumé, je pense qu'on a pratiquement résolu le problème des années 90 où on ne savait pas où était le gaz froid. Maintenant, on sait où il est, on sait combien il y en a, on sait qu'il y a un AGN qui est de façon épisodique, on sait parfois que l'AGN, comme par exemple dans 1795, on a un sillage de refroidissement, et puis on a ce gaz multiphase et chaotique qui permet d'expliquer la formation de l'amas et même la formation des galaxies. Donc je vous remercie.